Avant que les empires modernes ne découpent l'Afrique sur des cartes européennes, avant que les frontières coloniales ne séparent des peuples qui partageaient le même fleuve depuis des millénaires, avant même que le mot Soudan ne devienne le nom d'un pays, il existait un territoire immense où les civilisations naissaient et disparaissaient au rythme des crues du Nil. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Cette histoire que nous allons explorer ensemble ce soir n'est pas celle d'un seul royaume ou d'une seule dynastie. C'est l'histoire d'un carrefour civilisationnel qui a vu passer les pharaons noirs, les prophètes chrétiens, les conquérants arabes et les marchands d'esclaves. C'est l'histoire d'un pays qui porte en lui les cicatrices de toutes les rencontres, de tous les chocs, de toutes les transformations que l'Afrique a connues. Pourquoi ce territoire particulier a-t-il toujours été un champ de bataille entre des mondes différents? Qu'est-ce qui rendait cette terre si précieuse que des empires entiers se sont effondrés en tentant de la conquérir? Et comment les peuples qui y vivaient ont-ils survécu à tant de bouleversements? Le mot Soudan lui-même vient de l'arabe Bilad as-Soudan, qui signifie le pays des Noirs. Mais ce nom n'a pas toujours désigné le pays que nous connaissons aujourd'hui. Pendant des siècles, les géographes arabes utilisaient ce terme pour décrire toute la bande de territoire qui s'étend du Sénégal à l'Éthiopie, cette zone de transition entre le Sahara et les savanes tropicales. Le Soudan moderne, celui qui nous intéresse ce soir, représente seulement une partie de ce vaste ensemble. Mais quelle partie? Car ce territoire concentre à lui seul presque toute la diversité, toute la complexité, tous les paradoxes de l'histoire africaine. Imaginez un instant le paysage. Le Nil blanc qui descend lentement des grands lacs d'Afrique centrale, traversant des marécages immenses où vivent des peuples pasteurs. Le Nil bleu qui dévale des hauts plateaux éthiopiens, charriant avec lui la terre rouge qui fertilisera l'Égypte. Et ces deux fleuves qui se rencontrent à Khartoum, formant un confluent visible de l'espace, une ligne de démarcation entre deux couleurs d'eau qui ne se mélangent pas immédiatement. Bien avant que les historiens ne commencent à écrire sur l'Afrique, bien avant même que l'Égypte pharaonique ne devienne la civilisation que nous connaissons, des sociétés complexes existaient déjà sur le territoire du Soudan actuel. Les archéologues ont retrouvé des traces d'occupation humaine remontant à plus de 100 000 ans. Mais ce qui nous intéresse davantage, ce sont les premières civilisations organisées, celles qui ont laissé des villes, des temples, des systèmes d'écriture. Et la plus ancienne de ces civilisations porte un nom que beaucoup ignorent encore. Kerma. Dans le désert nubien, au sud de l'Égypte actuelle, entre la 3e et la 4e cataracte du Nil, s'élevait une ville extraordinaire. Kerma. Les premiers voyageurs égyptiens qui s'y rendaient parlaient d'une cité riche, puissante, capable de rivaliser avec les royaumes du Nord. C'était il y a 4500 ans. À cette époque, l'Égypte était encore divisée en plusieurs royaumes. Les pharaons de la première dynastie commençaient à peine à unifier la vallée du Nil. Et pourtant, au sud, Kerma existait déjà comme une entité politique structurée. Les fouilles archéologiques ont révélé une ville dotée d'une architecture monumentale. Un temple en briques crues, appelé aujourd'hui la Defufa occidentale, s'élevait à plus de 18 mètres de hauteur. Imaginez cette structure massive, dominant la plaine alluviale, visible à des kilomètres à la ronde. Les briques étaient fabriquées avec le limon du Nil, mélangé à de la paille, séché au soleil implacable du désert. Les murs étaient si épais qu'ils ont traversé les millénaires. Autour du temple, des quartiers résidentiels s'étendaient sur plusieurs centaines d'hectares. Des ateliers de potiers produisaient ces céramiques fines, noires avec des bords rouges, que les archéologues appellent aujourd'hui la céramique de Kerma et qui était exportée jusqu'en Égypte. Des forgerons travaillaient le bronze et l'or. Des artisans sculptaient l'ivoire
et fabriquaient des objets de luxe destinés à l'élite locale et aux marchés étrangers. Mais ce qui frappe le plus dans l'histoire de Kerma, ce sont les tombes royales. Les archéologues ont découvert des tumulus immenses, certains atteignant 90 mètres de diamètre. À l'intérieur, des chambres funéraires contenaient non seulement le corps du roi ou de la reine, mais aussi des centaines de serviteurs sacrifiés pour accompagner leur maître dans l'au-delà. Cette pratique du sacrifice humain massif nous rappelle d'autres civilisations anciennes, comme la première dynastie d'Ur en Mésopotamie. Mais à Kerma, le phénomène était amplifié. Certaines tombes contenaient les restes de plus de 300 individus, disposés en rangées ordonnées autour du défunt principal. Que nous dit cette pratique sur la société de Kerma ? Elle révèle d'abord l'existence d'une hiérarchie sociale extrêmement marquée. Un roi, capable de mobiliser des centaines de personnes pour son enterrement, possédait un pouvoir considérable. Elle montre aussi que Kerma avait développé des croyances religieuses complexes concernant l'au-delà, des croyances qui justifiaient ses sacrifices aux yeux de la population. Les relations entre Kerma et l'Égypte étaient complexes, oscillant entre commerce et conflit. Les Égyptiens appelaient ce royaume Kouch, un nom qui restera associé à cette région pendant des millénaires. Les textes égyptiens parlent des Kouchites tantôt comme de partenaires commerciaux précieux, tantôt comme d'ennemis redoutables. Car Kerma contrôlait quelque chose que l'Égypte désirait ardemment, l'accès aux richesses de l'Afrique intérieure. L'or de Nubie, les peaux de léopard, l'ivoire, l'ébène, l'encens, les plumes d'autruche, tout transitait par Kerma avant d'atteindre les marchés égyptiens. Les caravanes partaient du sud, traversaient le désert nubien, s'arrêtaient à Kerma pour payer des taxes et échanger des marchandises, puis continuaient vers le nord. Les rois de Kerma s'enrichissaient grâce à ce commerce de transit. Ils imposaient leur volonté aux tribus nomades du désert, contrôlaient les puits d'eau sur les routes caravanières, entretenaient des relations diplomatiques avec les royaumes voisins. Pendant le Moyen Empire égyptien, vers 2000 avant notre ère, les pharaons tentèrent de soumettre Kerma. Ils construisirent une série de forteresses le long du Nil, des structures militaires impressionnantes destinées à contrôler le commerce et à empêcher les incursions kouchites vers le nord. Les ruines de ces forteresses sont encore visibles aujourd'hui. Des murs épais de plusieurs mètres, des tours de guet, des douves sèches creusées dans le roc. Mais Kerma résista. Lorsque le Moyen Empire égyptien s'effondra vers 1700 avant notre ère, durant la période troublée de la deuxième période intermédiaire, Kerma en profita pour étendre son influence vers le nord. Les rois kouchites occupèrent certaines des forteresses égyptiennes abandonnées. Ils contrôlèrent la Basse-Nubie, ce territoire situé entre la première et la deuxième cataracte. Des objets égyptiens retrouvés dans les tombes de Kerma, datant de cette période, montrent que les Kouchites ne se contentaient pas de conquérir. Ils s'appropriaient aussi la culture matérielle de leurs voisins du nord. Puis vint le nouvel empire égyptien. Les pharaons de la 18e dynastie, galvanisés par leur victoire sur les Hyksos, lancèrent une campagne de reconquête systématique de la Nubie. Thoutmôsis Ier, puis Thoutmôsis III, menèrent des expéditions militaires vers le sud. Leur objectif était clair, détruire Kerma et intégrer définitivement la Nubie à l'Empire égyptien. Vers 1500 avant notre ère, Kerma tomba. La ville fut incendiée, ses temples détruits, sa population dispersée ou réduite en esclavage. Les Égyptiens installèrent une administration coloniale en Nubie. Ils construisirent de nouveaux temples dédiés aux dieux égyptiens. Ils imposèrent leur langue, leur système d'écriture, leurs croyances religieuses. Pendant 4 siècles, la Nubie devint une province égyptienne. Les élites locales qui collaboraient avec les conquérants furent égyptianisées.
Leurs enfants étaient envoyés à Thèbes pour être éduqués à l'égyptienne. Quand ils revenaient en Nubie, ils parlaient égyptien, vénéraient les dieux égyptiens, portaient des vêtements égyptiens. C'était une stratégie d'assimilation culturelle délibérée. Mais l'histoire allait prendre une tournure inattendue. Car si l'Égypte avait conquis Kerma, la culture nubienne n'avait pas disparu. Elle s'était transformée, hybridée, mélangée aux influences égyptiennes. Et lorsque l'Égypte elle-même commença à décliner vers la fin du Nouvel Empire, c'est du sud que viendrait le renouveau. Vers 800 avant notre ère, un nouveau royaume apparut en Nubie. Son centre n'était plus Kerma, détruite depuis longtemps, mais une nouvelle capitale située plus au sud, près de la 4e cataracte. Cette ville s'appelait Napata. Et les rois qui y régnaient allaient accomplir quelque chose d'extraordinaire. Ils allaient conquérir l'Égypte elle-même et fonder la 25e dynastie pharaonique, la dynastie des pharaons noirs. Comment cela fut-il possible ? Comment un royaume du Sud, longtemps dominé par l'Égypte, put-il inverser le rapport de force et s'emparer du trône des pharaons ? Pour comprendre, il faut se replacer dans le contexte de l'Égypte du 8e siècle avant notre ère. Le pays était divisé. La Haute-Égypte était contrôlée par les grands prêtres d'Amon à Thèbes, qui se comportaient comme des rois indépendants. La Basse-Égypte était fragmentée en plusieurs principautés rivales. Des dynasties libyennes se disputaient le pouvoir dans le delta du Nil. C'était le chaos politique. Dans ce contexte, les rois de Napata se présentèrent comme les véritables héritiers de la tradition pharaonique. Ils affirmaient que les Égyptiens avaient abandonné la vraie religion, qu'ils avaient trahi les dieux, que seuls les Nubiens restaient fidèles aux anciennes valeurs. Cette rhétorique religieuse était puissante. Kashta, le premier roi de Napata à avoir des ambitions égyptiennes, se fit représenter dans les temples nubiens comme un pharaon traditionnel. Il adopta tous les titres pharaoniques, porta la double couronne, se fit appeler fils de Ra. Son successeur Pille alla plus loin. Vers 740 avant notre ère, il lança une grande campagne militaire vers le nord. Une stèle de granit retrouvée dans le temple d'Amon à Napata raconte cette conquête avec des détails fascinants. Pille décrit comment il descendit le Nil avec son armée, comment il assiégea les villes qui résistaient, comment il acceptait la reddition de ceux qui se soumettaient. Le texte est écrit en égyptien hiéroglyphique classique, preuve que les élites de Napata maîtrisaient parfaitement la culture égyptienne. Pillé atteignit Memphis, la grande métropole du nord, et l'assiégea. Les princes libyens qui contrôlaient la ville furent terrifiés par cette armée venue du sud. Certains se rendirent sans combattre. D'autres tentèrent de résister, mais furent vaincus. Pillé entra dans Memphis en triomphateur. Il se rendit au temple de Ptah, fit des offrandes aux dieux, puis retourna en Nubie. Curieusement, il ne s'installa pas en Égypte. Il se contentait d'avoir affirmé sa suprématie. Ce fut son frère Shabaka qui, 20 ans plus tard, établit définitivement la domination couchite sur l'Égypte. Shabaka ne se contenta pas de conquérir. Il unifia le pays, restaura les temples anciens, remit en ordre l'administration. Il s'installa à Thèbes et fit de cette ville le centre religieux de son empire. Sous son règne, et celui de ses successeurs Shabbataka et Taharka, l'Égypte connut une renaissance culturelle. Les pharaons couchites étaient passionnés par l'antiquité égyptienne. Ils copiaient les textes anciens, restauraient les monuments en ruine, réactivaient des cultes oubliés. C'était une forme d'archaïsme, un retour aux sources qui contrastait avec les périodes précédentes marquées par l'innovation. Taharka, le plus célèbre des pharaons noirs, régna pendant 26 ans. Il lança de grands projets de construction, érigea des colonnes monumentales dans le temple de Karnak, fit creuser un lac sacré, restaura des temples dans toute l'Égypte et en Nubie. Mais le monde changeait autour de l'Égypte. À l'est, un nouvel empire émergeait, l'Assyrie. Les rois assyriens, depuis leur capitale Ninive, construisaient la plus grande machine de guerre que le Proche-Orient ancien ait jamais connue.
Leur armée était équipée d'armes en fer, utilisait des chars de combat perfectionnés, pratiquait la guerre de siège avec des techniques avancées. Vers 675 avant notre ère, le roi assyrien Assaradon envahit l'Égypte. Taharqa tenta de résister, mais les Assyriens étaient trop puissants. Memphis tomba. Taharqa dut fuir vers le sud. Les Assyriens installèrent des princes vassaux en Égypte et rentrèrent en Mésopotamie avec un immense butin. Mais Taharqa ne se résigna pas. Il revint, reprit le contrôle de la Haute-Égypte, obligea les Assyriens à intervenir de nouveau. Cette fois, c'est Assurbanipal, le fils d'Assaradon, qui mena la campagne. Il ne se contenta pas de vaincre les Koushites. Il pilla Thèbes, la grande capitale religieuse, emportant des trésors accumulés depuis des siècles. Le choc fut immense. Thèbes, la ville sacrée, avait été profanée par des envahisseurs étrangers. Le successeur de Taharqa, Tanoutamon, tenta une dernière fois de reconquérir l'Égypte, mais échoua. Vers 656 avant notre ère, les Koushites durent abandonner définitivement leurs prétentions sur l'Égypte. Ils se retirèrent en Nubie, mais leur histoire ne s'arrêtait pas là. Loin de s'effondrer après cette défaite, le royaume de Kouch se réinventa. Ils déplacèrent leur capitale encore plus au sud, loin de la menace égyptienne et assyrienne. La nouvelle capitale s'appelait Méroé, située entre la 5e et la 6e cataracte, dans une région plus fertile et plus sûre. Ce déplacement marqua le début d'une nouvelle phase de l'histoire soudanaise, une phase durant laquelle Kouch allait développer une culture originale, moins dépendante des modèles égyptiens. À Méroé, les rois continuaient à se faire enterrer sous des pyramides, mais ces pyramides étaient différentes de celles d'Égypte. Plus petites, plus raides, avec un angle d'inclinaison caractéristique d'environ 70 degrés. Les chambres funéraires n'étaient pas à l'intérieur de la pyramide, comme en Égypte, mais creusées dans le sol en dessous. Les Méroïtes développèrent aussi leur propre système d'écriture. Ils utilisaient toujours les hiéroglyphes égyptiens pour les inscriptions monumentales, mais ils créèrent aussi une écriture cursive appelée méroïtique, composée de 23 signes alphabétiques. Cette écriture était utilisée pour les textes administratifs et religieux. Malheureusement, bien que nous puissions aujourd'hui lire phonétiquement le méroïtique, nous ne comprenons pas encore la langue elle-même. Les textes restent indéchiffrés, gardant leur secret. Imaginez la frustration des archéologues qui découvrent des stèles couvertes d'inscriptions mais ne peuvent pas les traduire. C'est comme avoir une bibliothèque dont tous les livres seraient dans une langue inconnue. L'économie de Méroé était florissante. Le royaume contrôlait les mines d'or de Nubie, exportait de l'ivoire, de l'ébène, des esclaves vers l'Égypte ptolémaïque et le monde méditerranéen. Mais surtout, Méroé devint un grand centre de production de fer. Les archéologues ont retrouvé d'énormes tas de scories, ces résidus de la fonte du minerai autour de la ville. Certains estiment que Méroé produisait du fer à une échelle industrielle pour l'époque. Les relations entre Méroé et l'Égypte ptolémaïque étaient complexes. Les Ptolémées, ces rois grecs qui régnaient sur l'Égypte après la conquête d'Alexandre le Grand, voyaient les Méroïtes tantôt comme des partenaires commerciaux, tantôt comme des menaces. Des conflits éclatèrent à plusieurs reprises pour le contrôle de la Basse-Nubie. Vers 270 avant notre ère, Ptolémée II Philadelphe lança une expédition militaire contre Méroé. Les Égyptiens capturèrent plusieurs villes nubiennes et ramenèrent un grand nombre de prisonniers. Mais Méroé se releva de cette défaite et continua à prospérer. Lorsque Rome conquit l'Égypte en 30 avant notre ère, les Méroïtes pensèrent pouvoir profiter du chaos pour reprendre le contrôle de la Basse-Nubie. La reine Amanirénas lança une attaque contre les garnisons romaines. Les Romains furent initialement surpris par l'audace de cette reine guerrière.
Les soldats méroïtes pillèrent plusieurs villes égyptiennes et emportèrent même une statue en bronze de l'empereur Auguste. Mais Rome ne laissa pas cette provocation impunie. Le préfet d'Égypte, Caius Petronius, rassembla 10 000 légionnaires et marcha vers le sud. Il reprit les villes occupées, puis poussa jusqu'à Napata, l'ancienne capitale couchite, et la détruisit. Les Méroïtes demandèrent la paix. Des négociations eurent lieu, et finalement un traité fut signé vers 20 avant notre ère. Rome et Méroé établirent une frontière stable à la première cataracte. Les Romains ne cherchèrent plus à conquérir la Nubie, et les Méroïtes acceptèrent de ne plus attaquer l'Égypte. Cette paix dura 3 siècles. Les deux empires commerçaient, échangeaient des ambassades, coexistaient sans trop de friction. La tête de bronze d'Auguste, capturée par Amanirénas, fut enterrée sous les marches d'un temple à Méroé, un acte symbolique de domination rituelle sur l'ennemi. Les archéologues l'ont retrouvée au XXe siècle et elle est aujourd'hui exposée au British Museum. Mais au IIIe siècle de notre ère, Méroé commença à décliner. Les raisons de ce déclin sont multiples et débattues par les historiens. Certains évoquent des changements climatiques qui auraient rendu l'agriculture plus difficile. D'autres mentionnent l'émergence de nouveaux royaumes concurrents, notamment Aksum en Éthiopie, qui détournaient une partie du commerce de l'océan Indien. D'autres encore parlent de surexploitation des ressources, notamment la déforestation causée par la production intensive de fer qui aurait épuisé les forêts nécessaires pour alimenter les fournaises. Vers 350 de notre ère, le roi d'Aksum, Ezana, lança une campagne militaire contre les Méroïtes. Une inscription en gaze retrouvée en Éthiopie raconte comment Ezana détruisit les villes méroïtiques, massacra les habitants, s'empara du bétail. Méroé ne s'en remit jamais. La ville fut abandonnée progressivement. Les dernières pyramides royales datent du IVe siècle. Après, c'est le silence. Les archéologues retrouvent de moins en moins de traces d'occupation. La grande civilisation de Kouch-Méroé, qui avait duré plus de 1000 ans, s'éteignait. Mais la fin de Méroé ne signifiait pas la fin de la civilisation en Nubie. De nouvelles structures politiques émergèrent. Entre le IVe et le VIe siècle, 3 royaumes se formèrent sur le territoire soudanais actuel. Nobadia au nord, entre la première et la troisième cataracte, Makuria au centre, entre la troisième et la cinquième cataracte, et Alodia au sud, autour de la confluence du Nil bleu et du Nil blanc. Ces royaumes allaient adopter une nouvelle religion qui transformerait profondément la culture soudanaise, le christianisme. Comment le christianisme arriva-t-il en Nubie ? Les sources historiques mentionnent des missionnaires byzantins envoyés par l'impératrice Théodora au VIe siècle. Selon l'historien Jean d'Éphèse, Théodora, qui soutenait la doctrine monophysite considérée comme hérétique par Constantinople, envoya secrètement des moines en Nubie pour convertir les royaumes locaux à sa version du christianisme avant que les missionnaires orthodoxes de son mari, l'empereur Justinien, n'arrivent. Le résultat fut que les royaumes nubiens adoptèrent le christianisme monophysite, établissant des liens étroits avec l'Église copte d'Égypte plutôt qu'avec Byzance. Vers 570, le roi de Nobadia se convertit officiellement. Makuria et Alodia suivirent dans les décennies suivantes. Les temples païens furent transformés en églises. Les anciennes divinités nubiennes et égyptiennes furent abandonnées. Une nouvelle architecture religieuse apparut. Des églises en briques avec des dômes, des fresques murales représentant des saints et des scènes bibliques. Les archéologues ont découvert des centaines de ces églises le long du Nil soudanais. Certaines sont remarquablement bien préservées, avec leurs peintures murales encore visibles. On y voit des archanges au visage nubien,
des saints locaux vénérés aux côtés des grands saints du christianisme oriental, des inscriptions en vieux nubien, la langue locale, transcrite en alphabet copte adapté. Les royaumes chrétiens nubiens développèrent une culture originale, synthèse d'influences nubiennes anciennes, égyptiennes, byzantines et africaines. La cour royale de Dongola, capitale de Makuria, était luxueuse selon les témoignages de voyageurs arabes qui visitèrent la ville. Le palais royal avait plusieurs étages, des salles de réception décorées de fresques, des jardins irrigués. Les rois portaient des couronnes ornées de croix, étaient sacrés par l'évêque selon un rituel inspiré du couronnement byzantin. La société était structurée hiérarchiquement. Une aristocratie militaire contrôlait les terres fertiles le long du Nil. Des monastères abritaient des moines qui copiaient des manuscrits religieux, traduisaient des textes grecs et coptes en nubien. Le commerce était actif. Les Nubiens exportaient de l'or, des esclaves, de l'ivoire, importaient des tissus, des objets de luxe, du vin pour la liturgie chrétienne. Mais au 7e siècle, un événement majeur allait bouleverser l'équilibre régional. La conquête arabe de l'Égypte. En 642, les armées du calife Omar ibn al-Khattab entrèrent en Égypte et vainquirent les Byzantins. En quelques années, tout le pays tomba sous contrôle musulman. Les Arabes ne s'arrêtèrent pas à la frontière égyptienne. En 652, le général arabe Abdallah ibn Saad ibn Abissar lança une expédition militaire contre la Nubie. Son objectif était de conquérir le royaume de Makuria et d'étendre le Dar al-Islam vers le sud. Les forces arabes remontèrent le Nil, assiégèrent Dongola. Mais les Nubiens résistèrent farouchement. Leurs archers, réputés pour leur précision, infligèrent de lourdes pertes aux Arabes. Les chroniqueurs musulmans surnommèrent les Nubiens Ramat al-Hadak, les archers aux yeux perçants, et racontèrent qu'un archer nubien pouvait crever l'œil d'un ennemi à 100 pas. Incapable de prendre Dongola, Abdallah ibn Saad négocia. En 652, fut signé un traité extraordinaire appelé le Bact. Ce traité établissait une paix entre l'Égypte arabe et la Nubie chrétienne et fixait les termes d'un échange annuel de marchandises. Les Nubiens s'engageaient à fournir 360 esclaves par an à l'Égypte. En retour, les Arabes fournissaient des céréales, du vin, des tissus et d'autres produits. Le traité garantissait aussi la liberté de circulation pour les commerçants des deux parties et la protection des mosquées en Nubie et des églises en Égypte. Ce pacte allait durer 6 siècles, une longévité exceptionnelle pour un traité médiéval. Il permettait aux royaumes nubiens de maintenir leur indépendance politique et leur foi chrétienne, tout en coexistant pacifiquement avec le monde musulman qui les entourait désormais. Pendant plusieurs siècles, la Nubie chrétienne prospéra dans une relative paix. Les pèlerins chrétiens d'Égypte et d'Éthiopie traversaient la Nubie pour se rendre dans les lieux saints. Les moines nubiens voyageaient jusqu'à Constantinople et Jérusalem. Des manuscrits religieux circulaient entre les monastères nubiens, coptes et syriaques. La liturgie était célébrée en grec, en copte et en nubien. Les évêques de Nubie étaient consacrés par le patriarche copte d'Alexandrie, créant un lien institutionnel fort entre les deux églises. Mais progressivement, les choses commencèrent à changer. L'islamisation de l'Égypte avançait. De plus en plus de Coptes se convertissaient à l'islam, attirés par les avantages fiscaux et sociaux que cela procurait. Les patriarches coptes voyaient leur influence diminuer. Les liens entre la Nubie et l'Égypte copte se distendaient. Au Xe siècle, les royaumes de Nobadia et Makuria fusionnèrent en une seule entité politique. Cette unification
renforça temporairement le royaume, mais ne put arrêter les transformations à long terme. Car pendant ce temps, de nouvelles forces se mettaient en mouvement. Des tribus arabes nomades, notamment les Beni Hilal et d'autres groupes, commencèrent à migrer vers l'ouest et le sud depuis l'Égypte et la péninsule arabique. Ces migrations étaient encouragées par les califes fatimides du Caire qui voulaient déstabiliser leurs rivaux maghrébins. Mais une partie de ces tribus arabes prit aussi la direction du sud, vers la Nubie. Elles pénétrèrent progressivement dans les terres soudanaises, s'installant d'abord dans les zones désertiques à l'est du Nil, puis infiltrant peu à peu les terres agricoles. Ces Arabes étaient des pasteurs nomades. Ils se déplaçaient avec leurs troupeaux de chameaux, de moutons, de chèvres. Ils parlaient arabe, pratiquaient l'islam, avaient une culture bédouine. Au début, les rois nubiens tentèrent de contrôler ces migrations. Mais c'était comme vouloir contenir l'eau qui s'infiltre partout. Un facteur crucial dans le déclin des royaumes chrétiens nubiens fut la pression démographique et culturelle exercée par ces migrations arabes. Les Arabes apportaient avec eux non seulement leur langue et leur religion, mais aussi un mode de vie pastoral adapté aux conditions semi-arides du Soudan. Ils établissaient des alliances avec certains groupes nubiens locaux, parfois par des mariages, créant des communautés métissées. L'arabe commençait à se répandre comme langue de commerce et d'administration. L'islam gagnait des convertis, d'abord lentement, puis de plus en plus rapidement. Les églises étaient parfois transformées en mosquées. Des cheikhes soufis arrivaient d'Égypte et du Hedjaz, établissant des confréries religieuses qui séduisaient les populations locales par leur mysticisme accessible. Au XIIIe siècle, le royaume de Makuria était affaibli. Des querelles dynastiques divisaient la famille royale. Les Mamelouks d'Égypte, ces anciens esclaves militaires qui avaient pris le pouvoir au Caire, profitèrent de cette faiblesse pour intervenir dans les affaires nubiennes. Ils soutenaient tel ou tel prétendant au trône, exigeaient le paiement du bact avec plus de rigueur, envoyaient des expéditions punitives lorsque Dongola ne se soumettait pas. En 1323, les Mamelouks lancèrent une grande campagne contre Makuria. Dongola fut prise et pillée. L'église principale fut transformée en mosquée. Un roi fantoche, converti à l'islam, fut installé sur le trône. C'était la fin symbolique du royaume chrétien de Makuria. Bien sûr, des poches de résistance chrétienne subsistèrent encore longtemps. Le royaume d'Alodia, plus au sud, survivait encore. Certaines régions reculées restèrent chrétiennes jusqu'au XVIe siècle. Mais l'islamisation était désormais irréversible. L'arabe remplaçait le nubien comme langue dominante. Les structures politiques nubiennes anciennes s'effondraient, remplacées par de nouveaux sultanats musulmans. Le plus important de ces nouveaux États fut le sultanat de Sénar, aussi appelé sultanat des Founj. Vers 1504, un chef militaire nommé Amara Dunkas unifia plusieurs tribus dans la région du Nil bleu et fonda un royaume avec Sénar comme capitale. L'origine exacte des Founj est débattue. Certains historiens pensent qu'ils étaient des Nubiens islamisés, d'autres qu'ils venaient des hauts plateaux éthiopiens, d'autres encore qu'ils étaient un mélange de différentes populations africaines et arabes. Ce qui est certain, c'est que le sultanat de Sénar devint rapidement une puissance régionale majeure. Les Founj contrôlaient un territoire immense, s'étendant de la frontière égyptienne au nord jusqu'aux confins du Darfour à l'ouest et des régions éthiopiennes à l'est. Leur capitale Sénar était décrite par les voyageurs comme une ville prospère, avec des mosquées, des marchés animés, un palais royal. Les sultans Founj patronnaient les oulémas, accueillaient des savants religieux venus d'Égypte et du Hedjaz, établissaient des écoles coraniques. L'islam sunnite de rite malékite devint la religion officielle.
Mais en réalité, la pratique religieuse populaire était fortement influencée par le soufisme. Des confréries mystiques comme la Qadiriya et la Chadiliya s'implantèrent solidement au Soudan. Des saints locaux étaient vénérés, leurs tombeaux devenaient des lieux de pèlerinage. Le syncrétisme était courant. D'anciennes croyances africaines coexistaient avec l'islam dans la religiosité populaire. L'économie du sultanat de Sénar reposait sur l'agriculture le long du Nil, l'élevage pastoral dans les régions semi-arides et surtout le commerce. Sénar était un carrefour commercial reliant l'Afrique centrale à l'Égypte et à la mer Rouge. Des caravanes amenaient de l'ivoire, de l'or, des esclaves, des plumes d'autruche, de la gomme arabique depuis le sud et l'ouest. Elles repartaient avec des tissus, des armes, des objets manufacturés d'Égypte et du Proche-Orient. Le commerce des esclaves était particulièrement lucratif. Des raids étaient organisés contre les populations non musulmanes du sud, notamment les Dinkas, les Nouers, les Chidouks. Les captifs étaient emmenés vers les marchés du nord, où ils étaient vendus comme domestiques, concubines, soldats. Ce commerce des esclaves allait marquer profondément l'histoire soudanaise, créant des clivages durables entre le nord, arabisé et islamisé, et le sud, animiste et plus tard christianisé. Politiquement, le sultanat de Sénar était une monarchie féodale. Le sultan régnait depuis Sénar, mais son pouvoir effectif dépendait de sa capacité à maintenir la loyauté des chefs tribaux et des gouverneurs provinciaux. Ces derniers jouissaient d'une grande autonomie, collectaient les impôts, levaient des armées, administraient la justice dans leur territoire. Le sultan intervenait principalement pour arbitrer les conflits, mener les campagnes militaires majeures, représenter l'État dans les relations extérieures. Ce système décentralisé fonctionnait tant que le sultan était fort et respecté. Mais dès qu'un sultan faible montait sur le trône, les tensions centrifuges se manifestaient. Des chefs ambitieux se rebellaient, des guerres civiles éclataient. Au XVIIIe siècle, le sultanat de Sénar commença à décliner. Le pouvoir réel passa progressivement aux mains d'une famille de vizirs, les Hamages. Les sultans devinrent des figures décoratives, tandis que les vizirs gouvernaient effectivement. Des conflits internes affaiblissaient le royaume. Les routes commerciales devenaient moins sûres à cause du banditisme et des troubles politiques. Pendant ce temps, un autre royaume émergeait à l'ouest du Soudan, le sultanat du Darfour. Cette région montagneuse et semi-aride avait longtemps été périphérique par rapport au centre de pouvoir de la vallée du Nil. Mais au XVIIe siècle, un chef nommé Souleymane Solong unifia les tribus fures et établit un sultanat. Le Darfour devint un acteur important du commerce transsaharien. Des caravanes partaient de la capitale El Fasher vers la Libye, l'Égypte, le Tchad, transportant des esclaves, de l'ivoire, des autruches, des peaux. En retour, elles ramenaient des armes à feu, des chevaux, des tissus, du sel. Les sultans du Darfour étaient des musulmans pieux qui soutenaient l'enseignement islamique et entretenaient des relations diplomatiques avec Istanbul et le Caire. Ils prétendaient parfois à la suprématie sur tout le Soudan, entrant en conflit avec Sénar pour le contrôle des routes commerciales et des régions frontalières. Au début du XIXe siècle, la situation géopolitique du Soudan allait être bouleversée par l'arrivée d'une nouvelle puissance, l'Égypte de Muhammad Ali. Ce gouverneur ottoman d'Égypte, d'origine albanaise, avait des ambitions impériales. Il voulait transformer l'Égypte en une puissance moderne, capable de rivaliser avec les empires européens. Pour cela, il avait besoin de ressources, or, soldats, terres. Le Soudan, avec ses mines d'or légendaires et ses réservoirs humains, attirait sa convoitise. Muhammad Ali envoyait ses fils à la conquête du Soudan. En 1821, une armée égyptienne moderne, équipée d'armes à feu et d'artillerie, remonta le Nil. Les forces du sultanat de Sénar, affaiblies par des décennies de déclin et de conflits internes, ne purent résister. En quelques mois, Sénar tomba presque sans combat. Le dernier sultan fut capturé
et envoyé en exil au Caire. Le sultanat qui avait dominé le Soudan pendant 3 siècles s'effondrait. Les Égyptiens ne s'arrêtèrent pas là. Ils poussèrent vers le sud, vers l'ouest, vers l'est. Le Darfour fut conquis en 1874 après une longue résistance. Le Kordofan, région centrale riche en gomme arabique, fut annexé. Des garnisons égyptiennes furent établies jusqu'en Équatoria, dans l'extrême sud près des sources du Nil. En quelques décennies, le Soudan entier fut intégré à l'Empire égyptien, lui-même nominalement vassal de l'Empire ottoman, mais de facto indépendant sous Muhammad Ali et ses descendants. L'occupation égyptienne transforma profondément le Soudan. Les Égyptiens introduisirent une administration centralisée moderne. Ils divisèrent le territoire en provinces gouvernées par des fonctionnaires égyptiens ou turcs. Ils établirent un système fiscal régulier, imposant des taxes sur les terres agricoles, le commerce, les troupeaux. Ils construisirent des routes, des forts, des bâtiments administratifs. Ils développèrent Khartoum, simple village de pêcheurs au confluent du Nil bleu et du Nil blanc, comme nouvelle capitale du Soudan égyptien. Mais l'occupation égyptienne était aussi profondément exploitatrice. Les taxes étaient lourdes et collectées brutalement par des soldats. Le commerce des esclaves, officiellement aboli sous pression britannique, continuait en réalité avec la complicité de certains fonctionnaires égyptiens. Les populations locales, habituées à une certaine autonomie sous les anciens sultanats, ressentaient amèrement la domination étrangère. Les chefs tribaux perdaient leur pouvoir au profit de bureaucrates venus du Caire. Les oulémas soudanais voyaient d'un mauvais œil l'influence croissante des Européens, notamment des Britanniques, qui conseillaient le gouvernement égyptien. Des tensions religieuses s'ajoutaient aux griefs économiques et politiques. Beaucoup de Soudanais considéraient les dirigeants égyptiens comme de mauvais musulmans, corrompus par les mœurs occidentales, trop proches des infidèles britanniques. Les confréries soufis, qui jouaient un rôle central dans la vie religieuse soudanaise, devenaient des foyers de mécontentement. Dans ce contexte de frustration généralisée, un homme allait émerger et galvaniser l'opposition. Muhammad Ahmad ibn Abdallah, qui se proclamera Mahdi en 1881. Né vers 1844 dans une famille modeste de constructeurs de bateaux près de Dongola, Muhammad Ahmad reçut une éducation religieuse traditionnelle. Il étudia le Coran, la jurisprudence islamique, le soufisme. Il adhéra à la confrérie Samaniya, une branche de la Khalwatiya, et devint rapidement reconnu pour sa piété, son ascétisme, son charisme. Il s'installa sur l'île d'Aba dans le Nil blanc, où il vivait en ermite, consacrant ses jours à la prière et à la méditation. Des disciples commencèrent à venir le voir, attirés par sa réputation de sainteté. Il prêchait un retour à l'islam pur des premiers temps, dénonçait les innovations blâmables, critiquait les oulémas officiels corrompus par le pouvoir. Puis, en juin 1881, Muhammad Ahmad franchit un pas décisif. Il annonça qu'il était le Mahdi attendu, le guide envoyé par Dieu pour purifier l'islam et établir la justice avant la fin des temps. Cette proclamation s'inscrivait dans une longue tradition islamique de messianisme. L'idée du Mahdi, bien que plus développée dans le chiisme, existe aussi dans le sunnisme populaire. Beaucoup de musulmans croyaient qu'un réformateur apparaîtrait pour restaurer la vraie foi, combattre l'oppression, préparer l'humanité pour le jugement dernier. En se proclamant Mahdi, Muhammad Ahmad ne prétendait pas seulement être un réformateur religieux. Il affirmait être investi d'une mission divine, infaillible, destinée à gouverner la communauté des croyants. C'était une revendication politique autant que religieuse. Il appelait au djihad contre le gouvernement turco-égyptien qu'il qualifiait d'impie et oppresseur. Il promettait de libérer le Soudan, de rétablir la justice,
de distribuer les richesses accaparées par les élites corrompues. Le message du Mahdi rencontra un écho immense. Des milliers de Soudanais, frustrés par les taxes écrasantes, la corruption administrative, le déclin de leur structure sociale traditionnelle, virent en lui le libérateur attendu. Des tribus entières se ralliaient à sa cause. Des oulémas, des cheikhes soufis, apportaient leur soutien, légitimant religieusement le mouvement. Des esclaves fugitifs rejoignaient ses rangs, attirés par les promesses d'égalité. Des soldats soudanais servant dans l'armée égyptienne désertaient pour le Mahdi. En quelques mois, Muhammad Ahmad réunit une armée de plusieurs milliers d'hommes, armés principalement de lances, d'épées, de quelques fusils capturés. Les autorités égyptiennes, d'abord, sous-estimèrent la menace. Elles envoyèrent quelques compagnies de soldats pour arrêter ce prédicateur rebelle. Mais les troupes du Mahdi les anéantirent. Encouragé par ses premières victoires qu'il présentait comme des signes de la faveur divine, le Mahdi lança une campagne pour conquérir tout le Soudan. En 1883, les mahdistes remportèrent une série de victoires éclatantes. Ils prirent El Obeid, capitale du Kordofan, après un long siège. Cette victoire leur donna accès à d'importantes réserves d'armes et de munitions. Une armée britannique de 10 000 hommes, commandée par William Hicks, un général britannique au service de l'Égypte, fut envoyée pour écraser la rébellion. Mais à Sheikhan, en novembre 1883, cette armée fut complètement détruite par les forces mahdistes. Hicks et presque tous ses officiers furent tués. Ce fut un choc énorme. L'invincibilité supposée des armées européennes modernes était brisée. Le Mahdi contrôlait désormais presque tout l'ouest du Soudan. Les garnisons égyptiennes isolées se rendaient les unes après les autres ou étaient massacrées. Le gouvernement égyptien, lui-même en crise financière et sous pression britannique pour réduire ses dépenses, envisagea d'abandonner le Soudan. Mais il restait à évacuer les garnisons et les civils égyptiens, turcs et européens encore présents, notamment à Khartoum. Le gouvernement britannique, qui contrôlait de facto l'Égypte depuis 1882, décida d'envoyer le général Charles Gordon pour organiser cette évacuation. Gordon était un personnage complexe et controversé. Officier britannique profondément religieux, il avait servi en Chine durant la révolte des Taiping, puis comme gouverneur de l'Équatoria au service de l'Égypte dans les années 1870, où il avait tenté de supprimer le commerce des esclaves. Il était admiré en Grande-Bretagne comme un héros impérial, mais aussi critiqué pour son caractère imprévisible et son mysticisme exalté. Gordon arriva à Khartoum en février 1884. Mais au lieu d'organiser rapidement l'évacuation comme prévu, il décida de tenir la ville et de résister au Mahdi. Ses motivations exactes restent débattues. Croyait-il sincèrement pouvoir vaincre les mahdistes? Était-ce une question d'honneur personnel? Espérait-il forcer le gouvernement britannique à envoyer des renforts? Toujours est-il qu'il fortifia Khartoum, rassembla les troupes disponibles et se prépara au siège. Le Mahdi encercla Khartoum en mars 1884. Pendant 10 mois, la ville résista. Gordon et ses défenseurs, coupés du monde extérieur, souffraient de plus en plus de la faim, du manque de munitions, des maladies. Gordon envoyait des messages désespérés réclamant des secours. En Grande-Bretagne, une campagne de presse exigeait que le gouvernement sauve Gordon. Finalement, le Premier ministre Gladstone, réticent, autorisa l'envoi d'une expédition de secours commandée par Lord Wolseley. Mais cette expédition progressait lentement en remontant le Nil. Elle devait franchir les cataractes, affronter la chaleur, les maladies, les attaques des tribus alliées au Mahdi. Le 26 janvier 1885, les forces mahdistes lancèrent l'assaut final contre Khartoum. Profitant de la baisse du niveau du Nil qui rendait les fortifications moins protégées,
des milliers de guerriers Ansar, comme s'appelaient les partisans du Mahdi, se précipitèrent dans la ville. Gordon fut tué dans son palais, probablement en tentant de parler aux assaillants. Les récits diffèrent sur les circonstances exactes de sa mort, mais elle devint immédiatement légendaire en Occident. 2 jours plus tard, l'avant-garde de l'expédition de secours britannique arrivait en vue de Khartoum. Trop tard. Les Britanniques se retirèrent, abandonnant le Soudan au Mahdi. La chute de Khartoum marquait l'apogée du mouvement mahdiste. Le Mahdi contrôlait presque tout le Soudan. Il avait vaincu les Égyptiens, défié les Britanniques, réalisé ce qui semblait impossible quelques années plus tôt. Il s'installa à Omdurman, de l'autre côté du Nil, en face de Khartoum, qu'il laissa partiellement en ruine, et y établit sa capitale. Il organisa un État islamique théocratique. Lui-même, en tant que Mahdi, détenait l'autorité spirituelle et temporelle suprême. Ses 4 principaux lieutenants, qu'il avait nommés califes, administraient différentes régions. Des lois basées sur une interprétation stricte de la charia furent imposées. Le Mahdi interdit le tabac, l'alcool, la danse, la musique. Il confisqua les richesses des élites, redistribua les terres, abolit les taxes anciennes, mais imposa la zakat et d'autres contributions religieuses. Il promettait de conquérir l'Égypte, puis le reste du monde musulman, pour préparer l'humanité à l'ère messianique finale. Mais en juin 1885, 6 mois seulement après la prise de Khartoum, le Mahdi mourut subitement, probablement du typhus. Sa mort fut un choc pour ses partisans. Comment le Mahdi, censé être guidé et protégé par Dieu, pouvait-il mourir si vite, sans avoir accompli toutes ses promesses ? Les oulémas mahdistes expliquèrent que Dieu avait rappelé à lui son serviteur bien-aimé, que la mission n'était pas terminée, mais devait être poursuivie par ses successeurs. Le calife Abdullahi ibn Muhammad, un des lieutenants les plus fidèles du Mahdi, prit le pouvoir. Abdullahi, d'origine Baggara, une tribu arabe de l'ouest du Soudan, était un guerrier et un leader politique habile. Il consolida son autorité en éliminant ou neutralisant ses rivaux potentiels, notamment les proches parents du Mahdi qui auraient pu contester sa succession. Il transforma le mouvement religieux charismatique en un État bureaucratique et militaire. Il établit une administration centralisée à Omdurman, leva des impôts réguliers, organisa une armée permanente de plusieurs dizaines de milliers de soldats, créa un système judiciaire basé sur la charia mahdiste. Le califat d'Abdullahi dura 13 ans, de 1885 à 1898. Ce fut une période difficile pour le Soudan. Le pays était isolé internationalement, boycotté par les puissances européennes et ottomanes. L'économie souffrait de l'interruption du commerce extérieur. Les famines étaient fréquentes, aggravées par des invasions de sauterelles et des sécheresses. Des épidémies de choléra et de variole décimaient la population. On estime qu'entre un tiers et la moitié de la population du Soudan mourut durant la période mahdiste, à cause des guerres, des famines, des maladies. Abdullahi menait aussi des guerres continuelles contre les voisins. Il envoya des expéditions contre l'Éthiopie, mais elles furent repoussées avec de lourdes pertes. Il attaqua l'Égypte, mais une grande armée mahdiste fut anéantie à Touchki en 1889 par les forces anglo-égyptiennes. Ces défaites montraient que le califat avait atteint ses limites militaires. Pendant ce temps, la situation géopolitique changeait. Les puissances européennes se lançaient dans la course au partage de l'Afrique. La conférence de Berlin de 1884 à 1885 avait établi les règles du jeu colonial. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique se disputaient les territoires africains. Le Soudan, avec sa position stratégique contrôlant le Nil supérieur, devenait un enjeu crucial. Les Britanniques, qui s'étaient retirés en 1885, n'avaient jamais abandonné l'idée de reconquérir le Soudan. Ils craignaient que la France,
qui progressaient depuis l'Afrique occidentale, ne parviennent à atteindre le Nil et à menacer leur contrôle sur l'Égypte. En 1896, le gouvernement britannique autorisa le lancement d'une campagne de reconquête. Le commandement fut confié au général Herbert Kitchener, sirdar de l'armée égyptienne. Kitchener était un militaire méthodique, organisateur, qui croyait en la puissance de feu moderne. Il planifiait minutieusement sa campagne, construisant une voie ferrée militaire le long du Nil pour assurer ses approvisionnements, accumulant des troupes, de l'artillerie, des mitrailleuses Maxim. La campagne de Kitchener progressa lentement mais inexorablement. En septembre 1898, son armée de 26 000 hommes, dont 8 000 Britanniques et 18 000 Égyptiens et Soudanais, atteignit les environs d'Omdurman. Le calife Abdoulaye rassembla toutes ses forces, environ 52 000 guerriers Ansar, et décida de livrer une bataille décisive. Le 2 septembre 1898 eut lieu la bataille d'Omdurman, l'une des dernières grandes batailles coloniales de l'ère victorienne. Les guerriers mahdistes, armés principalement de lances, d'épées et de quelques fusils anciens, attaquèrent courageusement les positions anglo-égyptiennes. Mais ils se heurtèrent à un mur de feu. Les canons, les mitrailleuses Maxim, les fusils à répétition des soldats britanniques et égyptiens fauchaient les rangs des Ansars par centaines, par milliers. En quelques heures, la bataille était terminée. Les pertes mahdistes étaient catastrophiques, environ 11 000 morts et 16 000 blessés. Les pertes anglo-égyptiennes étaient minimes, 48 morts et moins de 400 blessés. Cette disproportion illustrait brutalement la supériorité écrasante de l'armement moderne européen sur les armées traditionnelles africaines. Aucun courage, aucune ferveur religieuse ne pouvait compenser cet écart technologique. Kitchener entra dans Omdurman, fit détruire le tombeau du Mahdi et profaner ses restes, un acte de revanche pour Gordon qui scandalisa l'opinion publique britannique quand elle l'apprit. Le calife Abdoulaye s'enfuit vers le sud avec les restes de son armée, mais fut traqué et tué dans une escarmouche un an plus tard, en novembre 1899. Le califat mahdiste était terminé. Le Soudan passait sous domination britannique, ou plus précisément sous un régime colonial particulier appelé condominium anglo-égyptien. Officiellement, le Soudan était gouverné conjointement par la Grande-Bretagne et l'Égypte. Un gouverneur général, toujours britannique dans les faits, administrait le territoire au nom des deux puissances. Mais en réalité, c'était la Grande-Bretagne qui contrôlait le Soudan. L'Égypte, elle-même sous occupation britannique, n'avait qu'un rôle secondaire. Les Britanniques reconstruisirent Khartoum comme une ville coloniale moderne, avec des rues tracées au cordeau, des bâtiments administratifs imposants, des quartiers résidentiels pour les fonctionnaires européens. Ils rétablirent l'ordre, désarmèrent la population, écrasèrent les derniers foyers de résistance. Ils réorganisèrent l'administration en divisant le Soudan en provinces dirigées par des officiers britanniques, assistés de chefs tribaux locaux cooptés. Cette politique, appelée Indirect Rule, visait à gouverner le Soudan avec un minimum de personnel britannique, en s'appuyant sur les structures traditionnelles. Les chefs tribaux qui collaboraient recevaient salaires et prébendes, conservaient leur autorité locale en échange de leur loyauté. Ceux qui résistaient étaient destitués, exilés ou pire. Les Britanniques développèrent aussi l'économie soudanaise selon leurs intérêts. Ils modernisèrent l'agriculture, introduisant la culture du coton à grande échelle dans le Guézira, la plaine fertile entre le Nil bleu et le Nil blanc. Des milliers d'hectares furent transformés en champs de coton irrigués par un vaste système de canaux alimentés par le Nil. Le coton soudanais, de qualité supérieure, était exporté vers les usines textiles britanniques. Mais les Britanniques pratiquaient aussi une politique de division délibérée entre le nord et le sud du Soudan. Le nord, arabisé et musulman, était considéré comme relativement développé et administré directement depuis Khartoum.
Le Sud, peuplé de groupes africains non musulmans comme les Dinka, les Nouers, les Chilouks, les Azandes, était traité comme un territoire arriéré à civiliser. Les Britanniques y interdirent l'arabe, encouragèrent l'anglais, favorisèrent les missions chrétiennes. Ils limitaient les contacts entre Nord et Sud, empêchant les commerçants musulmans d'accéder au Sud, freinant l'islamisation. Cette politique des Southern Policy créait deux Soudans distincts, culturellement, religieusement, économiquement séparés. Les conséquences de cette séparation se feraient sentir tragiquement après l'indépendance. Durant la période coloniale, une élite soudanaise moderne émergea progressivement. Des écoles furent créées, d'abord pour former des subalternes administratifs, puis des collèges secondaires comme le Gordon Memorial College à Khartoum. Les fils des familles aisées du Nord recevaient une éducation moderne en anglais et en arabe. Certains allaient étudier en Égypte, à l'université Al-Azhar ou à l'université du Caire, d'autres en Grande-Bretagne. Ces jeunes éduqués formèrent le noyau d'un mouvement nationaliste soudanais qui commença à se développer dans les années 1920 et 30. Ils étaient influencés par les idées nationalistes qui circulaient dans le monde arabe, notamment en Égypte voisine, où le mouvement Wafd luttait contre l'occupation britannique. Ils fondèrent des clubs littéraires, des associations de diplômés, des journaux où ils discutaient de l'avenir du Soudan. Une question cruciale les divisait. Le Soudan devait-il s'unir avec l'Égypte ou devenir indépendant? Certains nationalistes, regroupés dans le parti unioniste, soutenaient l'union avec l'Égypte. Ils voyaient l'Égypte comme un pays frère arabe et musulman, partageant histoire et culture avec le Soudan. Ils espéraient que l'union avec l'Égypte libérerait le Soudan de la domination britannique. D'autres, notamment ceux regroupés autour du parti Oumma fondé dans les années 1940, prônaient l'indépendance totale. Ils se méfiaient de l'Égypte, craignant qu'une union ne remplace simplement la domination britannique par une domination égyptienne. Le parti Oumma était soutenu par la famille Mahdi. Saïd Abd el-Rahman el-Mahdi, fils posthume du Mahdi, était devenu un personnage influent. Les Britanniques avaient habilement coopté cette famille potentiellement dangereuse en lui accordant terres et privilèges. Abd el-Rahman utilisait son prestige religieux et sa richesse pour mobiliser le soutien au parti Oumma. Parallèlement, une autre confrérie soufie, la Katmiya, rivale traditionnelle des Mahdistes, soutenait le parti unioniste. Son chef, Saïd Ali al-Mirghani, utilisait aussi son influence religieuse pour des fins politiques. Cette rivalité entre Ansar, partisans du Mahdi, et Khatmiya structurait en partie la politique soudanaise et continuerait à le faire après l'indépendance. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Soudan joua un rôle stratégique. Des troupes soudanaises combattirent dans les forces britanniques en Afrique du Nord, en Éthiopie, au Moyen-Orient. L'effort de guerre stimula l'économie soudanaise. Mais après la guerre, les demandes d'indépendance se firent plus pressantes. En 1953, un accord fut signé entre la Grande-Bretagne et l'Égypte, prévoyant une période de transition de 3 ans, durant laquelle le Soudan se préparerait à l'autodétermination. Des élections furent organisées en 1953. Le parti unioniste pro-égyptien remporta la majorité. Mais rapidement, devant l'opposition populaire à une union avec l'Égypte et sous pression du parti Oumma, même les unionistes commencèrent à évoluer vers l'indépendance complète. Le 1er janvier 1956, le Soudan accéda à l'indépendance. C'était une journée de liesse. Le drapeau tricolore, bleu, jaune et vert, fut hissé à Khartoum. Ismaïl al-Azhari, leader du parti unioniste, devint Premier ministre. Le Soudan rejoignait la Ligue arabe et l'ONU. L'avenir semblait prometteur. Mais très rapidement, les problèmes apparurent. Le sud du Soudan, qui avait été marginalisé durant la période coloniale, se sentait exclu du nouveau gouvernement dominé par les élites du Nord. Avant même l'indépendance, en août 1955, des mutineries avaient éclaté parmi les soldats sudistes de l'armée soudanaise,
marquant le début de ce qui deviendrait une longue guerre civile. Les sudistes réclamaient une fédération qui leur garantirait l'autonomie. Les nordistes, musulmans et arabophones, voulaient un État unitaire et envisageaient l'arabisation et l'islamisation de tout le pays. Cette incompréhension fondamentale allait empoisonner la vie politique soudanaise pendant des décennies. Sur le plan politique, le Soudan indépendant souffrait d'instabilité. Les partis étaient fragmentés, les coalitions gouvernementales fragiles. Les élections se succédaient sans apporter de stabilité. Le pays oscillait entre démocratie parlementaire instable et coup d'État militaire. En 1958, le général Ibrahim Aboud prit le pouvoir par un coup d'État, affirmant que seule l'armée pouvait garantir la stabilité et l'unité. Son régime militaire dura 6 ans, mais ne parvint pas à résoudre les problèmes fondamentaux. La guerre au sud s'intensifiait. L'économie stagnait malgré les revenus du coton. En octobre 1964, une révolution populaire renversa Aboud et rétablit la démocratie. Mais ce retour à la démocratie ne dura que 5 ans. Les partis traditionnels, Oumma et unionistes, se disputaient le pouvoir sans proposer de solution aux crises du pays. Les communistes, qui avaient joué un rôle important dans la Révolution d'octobre, gagnaient en influence, inquiétant les élites religieuses et conservatrices. En mai 1969, un nouveau coup d'État militaire porta au pouvoir le colonel Jaafar Nimeri. Nimeri était un officier jeune, influencé par le nasserisme et le socialisme arabe. Il promettait de moderniser le Soudan, de résoudre le conflit du Sud, de briser le pouvoir des partis traditionnels qu'il accusait de corruption et de sectarisme. Au début, son régime sembla apporter des changements positifs. Nimeri nationalisa les banques et certaines entreprises, lança des réformes agraires, investit dans l'éducation et la santé. Surtout, en 1972, il signa l'accord d'Addis-Abeba avec les rebelles sudistes. Cet accord accordait l'autonomie régionale au sud du Soudan, mettait fin à 17 ans de guerre civile, semblait ouvrir une nouvelle ère de paix et de développement. Le Sud recevait son propre gouvernement régional, son assemblée, contrôlait certains domaines comme l'éducation et l'administration locale. Les combattants rebelles étaient intégrés dans l'armée et la police nationale. Pendant 10 ans, de 1972 à 1983, une paix relative régna. Mais Nimeri commit des erreurs fatales. D'abord allié aux communistes, il se retourna contre eux en 1971, réprimant brutalement une tentative de coup d'État communiste, exécutant les leaders dont le célèbre dirigeant Abdelkhalik Majoub. Puis, dans les années 70, il se rapprocha des États-Unis et de l'Arabie saoudite, abandonnant ses positions socialistes initiales. L'économie soudanaise était en crise. L'inflation galopait, la dette extérieure explosait, les pénuries étaient fréquentes. Pour compenser ses échecs économiques et renforcer son pouvoir, Nimeri décida en 1983 d'imposer la charia, la loi islamique, à tout le Soudan. Cette décision, prise sans consultation démocratique, visait à satisfaire les islamistes qui gagnaient en influence et à légitimer religieusement son régime autoritaire. Mais elle fut catastrophique. Au sud, majoritairement chrétien et animiste, l'imposition de la charia fut perçue comme une trahison de l'accord d'Addis-Abeba. Les sudistes n'acceptaient pas d'être gouvernés par des lois islamiques qu'ils considéraient comme étrangères à leur culture. En mai 1983, un ancien colonel de l'armée soudanaise nommé John Garang fonda l'Armée de libération du peuple soudanais, en anglais SPLA. Garang, un Dinka du Sud ayant étudié aux États-Unis, était un leader charismatique et intelligent. Contrairement aux rebelles sudistes des années 60 qui réclamaient simplement la sécession, Garang affirmait vouloir transformer tout le Soudan
en un pays laïque, démocratique, respectant la diversité ethnique et religieuse. Son slogan était « Un Soudan nouveau ». Cette vision attirait non seulement les sudistes, mais aussi certains nordistes opposés à l'islamisation forcée. La rébellion de Garang bénéficiait du soutien de l'Éthiopie voisine, alors dirigée par le régime marxiste de Mengistu Haïlé Mariam, qui voyait un intérêt stratégique à déstabiliser le Soudan pro-américain. La deuxième guerre civile soudanaise venait de commencer. Elle allait durer 22 ans et faire plus de 2 millions de morts, principalement au sud, à cause des combats, mais surtout des famines et des maladies provoquées par le conflit. Nimeri tenta de réprimer la rébellion militairement, mais sans succès. Ses problèmes économiques s'aggravaient. En mars 1985, alors qu'il était en visite aux États-Unis, un soulèvement populaire, combiné à un coup d'État militaire, le renversa. Une période de transition démocratique commença, mais elle fut chaotique. Les partis traditionnels revinrent au pouvoir, mais se montrèrent aussi inefficaces qu'avant. La guerre au sud continuait. L'économie se détériorait. Dans ce contexte, un nouveau mouvement politique montait en puissance, le Front national islamique, dirigé par Hassan al-Tourabi. Tourabi était un intellectuel islamiste brillant et radical. Formé en France, où il obtint un doctorat en droit à la Sorbonne, il prônait l'établissement d'un État islamique au Soudan, mais avec une vision sophistiquée combinant islam et modernité. Il critiquait les islamistes traditionalistes, proposait une interprétation réformiste de l'islam, mais restait fermement opposé à la laïcité et au pluralisme religieux tel que compris en Occident. En juin 1989, un coup d'État militaire, mené par le général Omar al-Bashir, porta les islamistes au pouvoir. Bachir était un officier de carrière sans grande envergure intellectuelle, mais il s'allia étroitement avec Tourabi et le Front national islamique. Ensemble, ils transformèrent le Soudan en un État islamiste radical. Ils imposèrent strictement la charia, créèrent des tribunaux islamiques spéciaux, réprimèrent impitoyablement toute opposition politique. Les partis furent interdits, les syndicats dissous, la presse censurée. Des milliers de personnes furent arrêtées, torturées dans des maisons fantômes gérées par les services de sécurité. Le régime mobilisa aussi l'islam pour la guerre au sud. Des milices paramilitaires islamiques furent créées, appelées à mener le djihad contre les rebelles infidèles. Le régime de Bachir chercha aussi à exporter sa révolution islamique. Khartoum accueillit Oussama Ben Laden de 1991 à 1996. Ben Laden investit dans l'économie soudanaise, établit des camps d'entraînement pour djihadistes, développa son réseau Al-Qaïda avec le soutien tacite du régime. Le Soudan devint un sanctuaire pour divers groupes terroristes islamistes internationaux. Cette politique attira l'hostilité internationale. Les États-Unis placèrent le Soudan sur leur liste des États soutenant le terrorisme en 1993, imposèrent des sanctions économiques. En 1998, après les attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie attribués à Al-Qaïda, les États-Unis bombardèrent une usine pharmaceutique à Khartoum qu'ils affirmaient être une installation de production d'armes chimiques liée à Ben Laden, une allégation jamais prouvée. Sous pression américaine, le Soudan expulsa finalement Ben Laden en 1996. Il partit pour l'Afghanistan, où il préparerait les attentats du 11 septembre 2001. À l'intérieur du régime, des tensions apparurent entre Bachir et Tourabi. Bachir, pragmatique, voulait normaliser les relations internationales du Soudan, attirer des investissements, lever les sanctions. Tourabi, idéologue intransigeant, refusait tout compromis avec l'Occident infidèle. En 1999, Bachir destitua Tourabi, le plaça en résidence surveillée, puis l'emprisonna. C'était la fin de l'influence politique directe de Tourabi, mais l'État islamique qu'il avait contribué à construire perdurait.
La guerre au sud atteignait des sommets d'horreur dans les années 90 et 2000. Le gouvernement armait des milices arabes appelées Mourahalines pour attaquer les populations civiles d'Inka et Nué, perçues comme soutien de la SPLA. Ces milices pillaient, tuaient, capturaient des femmes et des enfants qu'elles réduisaient en esclavage. Des organisations humanitaires internationales documentèrent des milliers de cas d'esclavage moderne au Soudan. Les famines causées par la guerre et aggravées par les sécheresses tuaient des centaines de milliers de personnes. La communauté internationale tentait de négocier la paix. Mais chaque fois qu'un accord semblait proche, il échouait. Le gouvernement ne voulait pas renoncer à l'application de la charia. La SPLA ne voulait pas abandonner sa lutte. Au début des années 2000, plusieurs facteurs poussèrent finalement les deux parties vers la négociation. D'une part, la guerre s'enlisait dans une impasse militaire. Ni le gouvernement, ni la SPLA ne pouvaient l'emporter définitivement. D'autre part, les attentats du 11 septembre et la guerre mondiale contre le terrorisme qui s'ensuivit changeaient la donne. Les États-Unis firent pression sur Khartoum pour qu'il coopère contre le terrorisme et règle le conflit du Sud. Sous médiation internationale, notamment de l'IGAD, organisation régionale est-africaine, et avec un rôle clé des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Norvège, des négociations de paix furent menées à Naivasha, au Kenya. En janvier 2005, le gouvernement soudanais et la SPLA signèrent l'accord de paix global, en anglais CPA. Cet accord était complexe, établissant un arrangement de partage du pouvoir et de la richesse. John Garang devenait vice-président du Soudan. Le Sud obtenait une large autonomie avec son propre gouvernement régional pendant 6 ans, après quoi un référendum serait organisé pour permettre aux sudistes de choisir entre rester dans le Soudan ou devenir indépendant. Les revenus pétroliers, car le Soudan était devenu un exportateur de pétrole depuis la fin des années 90 avec des gisements principalement situés au sud et dans les zones frontalières, seraient partagés entre nord et sud. La charia ne s'appliquerait pas au sud. Deux armées séparées coexisteraient durant la période intérimaire. L'accord était salué comme une avancée historique. La guerre qui avait déchiré le Soudan pendant 2 décennies semblait terminée. Mais 3 semaines seulement après la signature de l'accord, John Garang mourut dans un accident d'hélicoptère en Ouganda en juillet 2005. Les circonstances de sa mort restent controversées. Était-ce vraiment un accident ou un assassinat déguisé ? Personne ne le sait avec certitude. Sa mort provoqua des émeutes à Khartoum, où des sudistes accusèrent le gouvernement d'avoir tué leur leader. Salva Kiir, un autre commandant de la SPLA, remplaça Garang. Kiir, moins charismatique et moins politiquement habile que Garang, poursuivit néanmoins l'application de l'accord de paix. Le gouvernement semi-autonome du sud du Soudan fut établi à Djouba. Les années suivantes furent une période de transition tendue. Le partage du pouvoir entre le parti du Congrès national de Bachir et la SPLA transformée en parti politique fonctionnait difficilement. Les deux partis s'accusaient mutuellement de ne pas respecter les termes de l'accord. Des tensions persistaient autour de la démarcation exacte de la frontière entre nord et sud, notamment dans les régions pétrolifères d'Abyei et du sud du Kordofan. Des affrontements sporadiques continuaient. Mais globalement, l'accord tenait. Pendant ce temps, une nouvelle catastrophe humanitaire se déroulait à l'ouest du Soudan, dans la région du Darfour. En 2003, des groupes rebelles au Darfour, principalement le Mouvement pour la justice et l'égalité et l'Armée de libération du Soudan, avaient pris les armes contre le gouvernement. Leurs griefs étaient multiples. Marginalisation économique et politique du Darfour, discrimination contre les populations africaines non arabes, conflit pour les ressources entre pasteurs arabes et agriculteurs africains exacerbé par la désertification et la sécheresse. Le gouvernement de Bachir répondit avec une violence extrême. Il arma et soutint des milices arabes appelées Janjaouid, terme signifiant grossièrement « hommes armés à cheval ». Ces milices lancèrent une campagne de terreur contre les villages africains du Darfour. Elles massacraient les hommes,
violaient les femmes, brûlaient les villages, volaient le bétail. L'aviation soudanaise bombardait les villages avant que les Janjaouides n'attaquent. Des centaines de milliers de personnes furent tuées, environ 2 millions déplacés, fuyant vers des camps surpeuplés au Darfour ou se réfugiant au Tchad voisin. La communauté internationale réagit avec indignation. Des organisations humanitaires, des journalistes, des diplomates décrivaient le Darfour comme un génocide en cours. Le secrétaire d'État américain Colin Powell utilisa le mot génocide en 2004 pour décrire ce qui se passait. L'ONU créa une commission d'enquête qui conclut que des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre avaient été commis, mais hésita à qualifier la situation de génocide au sens strict de la Convention de 1948. En 2005, le Conseil de sécurité de l'ONU déféra la situation du Darfour à la Cour pénale internationale. En 2009 et 2010, la CPI émit des mandats d'arrêt contre Omar al-Bashir pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. C'était la première fois qu'un chef d'État en exercice était inculpé par la CPI. Bachir devint un fugitif international, ne pouvant voyager dans les pays ayant ratifié le statut de Rome de la CPI sans risquer l'arrestation. Mais la Ligue arabe et l'Union africaine refusèrent de coopérer avec la CPI, dénonçant une justice internationale sélective ciblant uniquement les Africains. Au Darfour, malgré le déploiement d'une mission conjointe ONU-Union africaine, la MINUAD, la situation restait chaotique. Les combats continuaient sporadiquement. Les milices janjaouides se fragmentaient en groupes incontrôlables, se livrant au banditisme. Le gouvernement signait des accords de paix avec certains groupes rebelles, mais d'autres refusaient de négocier. La crise du Darfour, bien que moins médiatisée après 2007, n'était jamais vraiment résolue. En janvier 2011, conformément à l'accord de paix de 2005, le référendum d'autodétermination eut lieu au sud du Soudan. Le résultat fut sans équivoque. 98,8% des sudistes votèrent pour l'indépendance. Le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud devint le 193e État membre de l'ONU. C'était un moment historique, la naissance du plus jeune pays du monde, culmination d'une lutte de plusieurs décennies. Les célébrations à Djouba étaient immenses. Des dizaines de milliers de personnes dansaient, chantaient, pleuraient de joie. Mais la partition créait aussi d'énormes problèmes. Le Soudan du Sud emportait environ 75% des réserves de pétrole du Soudan unifié, privant Khartoum d'une source cruciale de revenus. Mais les oléoducs permettant d'exporter ce pétrole passaient par le Soudan du Nord jusqu'à Port-Soudan sur la mer Rouge. Les deux pays devaient donc coopérer, mais les relations étaient tendues et méfiantes. Des questions frontalières restaient non résolues, notamment le statut de la région d'Abyei, où un référendum devait aussi avoir lieu, mais ne se tint jamais, à cause de désaccords sur qui pouvait voter. Des affrontements armés éclatèrent entre les deux pays en 2011 et 2012 dans les régions frontalières. La guerre semblait possible. Finalement, sous pression internationale, les deux gouvernements acceptèrent de négocier et signèrent les accords de coopération en septembre 2012. Mais les relations restaient froides. Le Soudan accusait le Soudan du Sud de soutenir des rebelles soudanais, notamment au sud du Kordofan et au Nil Bleu, où des groupes armés combattaient le gouvernement de Khartoum. Le Soudan du Sud accusait le Soudan d'ingérence dans ses affaires internes. Car le Soudan du Sud, malgré son indépendance chèrement acquise, sombra rapidement dans la violence. En décembre 2013, seulement 2 ans et demi après l'indépendance, une guerre civile éclata. Le président Salva Kiir accusa son vice-président Riek Machar, un Nouer, d'avoir tenté un coup d'État. Machar nia, mais fut destitué. Des combats éclatèrent à Djouba entre factions de l'armée loyale à Kiir, principalement Dinka, et celles soutenant Machar, principalement Nouer.
La violence se répandit rapidement, prenant une dimension ethnique. Des massacres de civils Nouer à Djouba furent suivis de représailles contre les Dinka ailleurs. Le pays plongea dans une guerre civile complexe, impliquant multiples factions, milices, groupes armés. Les atrocités se multipliaient. Massacres de masse, viols systématiques, recrutement d'enfants soldats, destruction de villages, famine provoquée. Malgré de multiples tentatives de médiation et plusieurs accords de paix signés puis violés, le conflit dura jusqu'en 2018, quand un nouvel accord de paix fut signé. Mais même cet accord resta fragile, et des violences sporadiques continuaient. Au Soudan du Nord, le régime de Bachir était affaibli, mais tenace. La perte du pétrole du Sud avait plongé l'économie dans une grave crise. Le gouvernement dévaluait la livre soudanaise, réduisait les subventions sur le carburant et le pain, provoquant l'inflation et la colère populaire. En septembre 2013, de grandes manifestations éclatèrent contre la hausse des prix. Le gouvernement les réprima violemment, tuant des dizaines de manifestants. Mais les problèmes économiques persistaient. La corruption était endémique. Les élites liées au parti du Congrès national s'enrichissaient tandis que la population s'appauvrissait. Les guerres au Darfour, au sud du Kordofan et au Nil bleu continuaient sans solution. Des groupes rebelles s'étaient regroupés dans une coalition appelée le Front révolutionnaire soudanais, recevant un soutien tacite du Soudan du Sud. Le gouvernement menait des campagnes militaires brutales dans ces régions, bombardant les villages, déplaçant les populations. Des centaines de milliers de personnes vivaient dans des camps de déplacés dans des conditions misérables. En décembre 2018, une nouvelle vague de manifestations débuta. Cette fois, elles ne s'arrêtèrent pas. Commencées comme des protestations contre la hausse du prix du pain dans la ville d'Atbara, elles se transformèrent rapidement en un mouvement national exigeant la chute du régime. 30 ans, ça suffit, scandaient les manifestants, en référence aux 3 décennies de pouvoir de Bachir. Les femmes jouèrent un rôle crucial dans ces manifestations, souvent en première ligne. Une image devint iconique, celle d'Ala Salah, une jeune femme en tenue traditionnelle blanche, debout sur le toit d'une voiture, menant les chants de protestation. L'Association des professionnels soudanais, regroupant des syndicats de médecins, d'avocats, d'ingénieurs, d'enseignants, coordonnait les manifestations. Les manifestants organisaient des sit-ins, notamment devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Ils réclamaient non seulement le départ de Bachir, mais aussi la dissolution du Parti du Congrès national et la construction d'un Soudan nouveau, démocratique, civil, égalitaire. Le régime tenta la répression habituelle. Les forces de sécurité tiraient sur les manifestants, arrêtaient les leaders, censuraient Internet et les réseaux sociaux. Mais les manifestations continuaient. De plus en plus de secteurs de la société rejoignaient le mouvement. Des étudiants, des commerçants, des fonctionnaires, même certains membres du parti au pouvoir exprimaient leur lassitude. Crucially, des fissures apparurent au sein de l'appareil sécuritaire. L'armée, dirigée par le général Abdel Fattah el-Burhan, gardait un profil relativement neutre, protégeant parfois les manifestants contre les interventions brutales des forces de soutien rapide, une milice paramilitaire dirigée par Mohamed Hamdan Dagalo, surnommé Hemeti, un ancien chef djandjaouide du Darfour, devenu un des hommes les plus puissants du pays. Le 11 avril 2019, finalement, l'armée intervint. Dans un communiqué télévisé, le général Burhan annonça que Bachir avait été destitué et arrêté, que l'armée prenait le contrôle pour une période de transition. Les manifestants exultèrent, dansèrent dans les rues, crièrent victoire. Mais leur joie était mêlée de méfiance. Ils ne voulaient pas que les militaires remplacent simplement Bachir. Ils voulaient un gouvernement civil. Durant les mois suivants, des négociations difficiles eurent lieu entre le conseil militaire de transition dirigé par Burhan et l'opposition civile représentée par les forces de la liberté et du changement,
coalition regroupant l'Association des professionnels soudanais et divers partis politiques. Les civils exigeaient un transfert rapide du pouvoir à un gouvernement civil. Les militaires voulaient garder le contrôle pendant plusieurs années. Les manifestants maintenaient leur sit-in devant le quartier général de l'armée. Puis, le 3 juin 2019, un événement tragique brisa l'espoir. Les forces de soutien rapide de Hemedti attaquèrent violemment le sit-in, tuant plus de 100 manifestants selon les sources de l'opposition, violant des femmes, jetant des corps dans le Nil. Ce massacre choqua le monde et le Soudan. Les civils suspendirent les négociations, appelèrent à la désobéissance civile. Le pays était au bord de l'explosion. Mais finalement, grâce à la médiation de l'Union africaine et de l'Éthiopie, les négociations reprirent. En août 2019, un accord de partage du pouvoir fut signé. Cet accord établissait une période de transition de 3 ans, prolongée ultérieurement. Un conseil souverain mixte, composé de 5 militaires et 5 civils, dirigeait le pays, avec alternance de la présidence entre militaires et civils. Un gouvernement civil technocratique fut formé, dirigé par le Premier ministre Abdallah Hamdok, un économiste respecté. Des réformes furent lancées. Le gouvernement entama des négociations de paix avec les groupes rebelles du Darfour, du sud du Kordofan et du Nil bleu. En octobre 2020, un accord de paix historique fut signé à Djouba avec plusieurs groupes rebelles. Le Soudan normalisa ses relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham, ce qui fut controversé mais permit au Soudan d'être retiré de la liste américaine des États soutenant le terrorisme, ouvrant l'accès aux financements internationaux. Le gouvernement abolit aussi la loi de l'ordre public, un code moral islamiste répressif, autorisa la consommation d'alcool pour les non-musulmans, criminalisa les mutilations génitales féminines. Ces réformes étaient saluées internationalement. Mais les tensions entre les composantes militaires et civiles de la transition étaient palpables. Les généraux Bourhan et Hemedti gardaient le pouvoir réel, contrôlaient les forces armées et les ressources économiques. Le Premier ministre Hamdok avait une marge de manœuvre limitée. Les civils dans la rue exigeaient plus de changements plus rapidement. Le 25 octobre 2021, Bourhan et Hemedti lancèrent un coup d'État, dissolvant le gouvernement civil, arrêtant Hamdok et plusieurs ministres. Les manifestations reprirent immédiatement. Les civils refusaient ce retour en arrière, parlaient de trahison de la révolution. Sous pression domestique et internationale, les militaires durent négocier. Hamdok fut réinstallé comme Premier ministre en novembre 2021 dans le cadre d'un nouvel accord. Mais cet accord était fragile et Hamdok lui-même démissionna en janvier 2022, constatant qu'il ne pouvait gouverner efficacement sans le soutien réel des militaires ni celui des civils qui le voyaient comme compromis. Une nouvelle période d'incertitude commença. Les militaires gouvernaient, sans continu 23h53, partenaires civils crédibles. Les manifestations continuaient, réprimées violemment avec des dizaines de morts. Parallèlement, les tensions entre Bourhan et Hemedti s'aggravaient. Ces deux hommes avaient été alliés contre Bachir, puis contre les civils, mais ils avaient des ambitions concurrentes et des bases de pouvoir différentes. Bourhan représentait l'armée régulière, institution traditionnelle de l'État. Hemedti dirigeait les forces de soutien rapide, une force paramilitaire de 100 000 hommes environ, issue des milices Janjaweed, loyale à lui personnellement, impliquée dans des activités économiques lucratives, notamment l'extraction d'or au Darfour et des opérations militaires mercenaires au Yémen et en Libye. Les deux rivalisaient pour le pouvoir suprême. Des tentatives de médiation pour restaurer une transition civile furent entreprises sous l'égide des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'IGAD. Des discussions avaient lieu sur l'intégration des forces de soutien rapide dans l'armée régulière, question sensible car Hemedti refusait de perdre le contrôle de ses forces. Le 15 avril 2023, alors que des négociations étaient en cours, des combats éclatèrent à Khartoum entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide.
Qui tira le premier coup de feu reste disputé, chaque partie accusant l'autre. Mais rapidement, Khartoum et d'autres villes du Soudan devinrent des champs de bataille. L'armée bombardait les positions des forces de soutien rapide depuis les airs, utilisant l'aviation et l'artillerie. Les forces de soutien rapide, mieux implantées dans les quartiers urbains, résistaient farouchement, se livraient au pillage systématique, occupaient des maisons civiles, transformaient des hôpitaux et des écoles en bases militaires. Les combats étaient d'une violence extrême. Les civils, pris au piège, fuyaient massivement Khartoum et les zones de conflit, cherchant refuge dans des régions plus sûres ou traversant les frontières vers l'Égypte, le Tchad, le Soudan du Sud, l'Éthiopie. En quelques mois, des millions de personnes furent déplacées. L'ONU parlait de la plus grande crise de déplacement interne au monde. Les infrastructures étaient détruites. Les hôpitaux ne fonctionnaient plus, privés d'électricité et de fournitures médicales. Des pénuries alimentaires apparaissaient. Les organisations humanitaires peinaient à accéder aux populations dans le besoin à cause des combats et de l'insécurité. Au Darfour, les violences prirent une dimension ethnique et génocidaire. Les forces de soutien rapide et leurs alliés miliciens arabes attaquaient systématiquement les populations mazalites et d'autres groupes africains. Des villes comme El Geneina furent le théâtre de massacres de masse. Des témoins décrivaient des scènes rappelant les atrocités de 2003 et 2004. La communauté internationale appelait à un cessez-le-feu, mais les médiations échouaient. Ni Bourhan ni Hemeti ne semblaient prêts à des compromis. Chacun croyait pouvoir l'emporter militairement ou attendait que l'autre s'effondre. Des sanctions furent imposées, mais leur effet restait limité. L'Égypte soutenait discrètement Burhan, craignant l'instabilité à sa frontière sud. Les Émirats arabes unis étaient accusés de soutenir Hemeti, intéressé par les richesses minières du Darfour. La Russie, via le groupe Wagner, avait aussi des intérêts au Soudan, notamment dans l'or. Les puissances régionales et internationales poursuivaient leurs agendas, prolongeant le conflit. Au moment où ces mots sont écrits, le Soudan est plongé dans une guerre civile dévastatrice dont l'issue reste incertaine. Le pays qui abritait autrefois les pharaons noirs de Napata, les royaumes chrétiens de Nubie, le sultanat de Sénar, le califat mahdiste, traverse une des périodes les plus sombres de son histoire. Comment en est-on arrivé là ? Comment un pays avec une si riche histoire, une telle diversité culturelle, de telles ressources naturelles, peut-il être déchiré encore et encore par la violence ? Les causes sont multiples, profondes, entrelacées. Il y a d'abord la géographie. Le Soudan est un pays immense, le troisième plus grand d'Afrique après la partition du Sud. Sa position au carrefour entre l'Afrique arabe du Nord et l'Afrique subsaharienne a toujours fait de lui un espace de rencontre, mais aussi de tension entre différentes cultures, religions, modes de vie. L'arabisation et l'islamisation progressive du Nord contrastent avec les identités africaines et chrétiennes ou animistes du Sud et de certaines régions de l'Ouest. Cette diversité, qui pourrait être une richesse, n'a jamais été gérée de manière inclusive. Les élites du Nord, notamment la vallée du Nil autour de Khartoum, ont longtemps dominé politiquement et économiquement le pays, marginalisant les périphéries. Le Darfour, le Kordofan, l'Est du Soudan, le Sud avant la sécession, tous se sont sentis négligés, exploités, méprisés par le centre. Cette marginalisation a nourri les rébellions successives. Il y a ensuite l'héritage colonial. Les Britanniques ont gouverné le Soudan pendant un demi-siècle en pratiquant le diviser pour régner, en séparant artificiellement le nord du sud, en cooptant certaines élites tribales contre d'autres. À l'indépendance, ils ont laissé un État fragile, sans véritable unité nationale, sans institutions solides capables de gérer pacifiquement la diversité et les conflits. Les élites politiques soudanaises post-indépendance n'ont pas réussi, ou n'ont pas voulu, construire un projet national inclusif. Au lieu de cela,
Elles ont oscillé entre tentatives d'imposer une identité arabo-islamique exclusive, comme sous Nimeiri et Bachir, et fragiles compromis démocratiques rapidement renversés par des coups d'État militaires. L'armée elle-même est devenue un acteur politique central, intervenant régulièrement pour prendre le pouvoir, justifiant ses interventions par la nécessité de préserver l'unité nationale ou de restaurer l'ordre, mais souvent pour défendre ses propres intérêts corporatistes. L'économie rentière basée sur le pétrole, puis, après la perte du pétrole du Sud, sur l'or et l'agriculture, a alimenté la corruption et les luttes pour le contrôle des ressources plutôt que le développement équitable. Les généraux, notamment Emeti, se sont enrichis personnellement en contrôlant des mines d'or, en louant leurs milices à des puissances régionales comme l'Arabie saoudite et les Émirats pour combattre au Yémen. Cette militarisation de l'économie a créé des structures de pouvoir parallèles difficiles à démanteler. Les interventions étrangères ont aussi joué un rôle. Le Soudan a toujours été un terrain de jeu pour les puissances régionales et internationales. Durant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique y cherchaient de l'influence. Plus récemment, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Qatar, la Turquie, la Russie, tous ont des intérêts au Soudan et soutiennent différentes factions, prolongeant les conflits. Mais au-delà de ces facteurs structurels, il y a aussi la responsabilité des individus. Des leaders comme Bachir, qui ont choisi l'autoritarisme et la violence plutôt que le dialogue et la démocratie. Des généraux comme Bourhan et Emeti, qui, après avoir surfé sur la révolution populaire de 2019, ont trahi les aspirations du peuple soudanais pour préserver leurs privilèges et leur pouvoir. Des élites politiques civiles fragmentées, incapables de s'unir face aux militaires, poursuivant leurs intérêts partisans plutôt que l'intérêt national. Et pourtant, malgré toutes ces tragédies, le peuple soudanais a montré une résilience extraordinaire. Les manifestants de 2019 qui ont renversé Bachir pacifiquement étaient porteurs d'un espoir immense. Ils voulaient un Soudan nouveau, démocratique, où la diversité serait célébrée et non réprimée, où les droits humains seraient respectés, où l'économie servirait le développement de tous et non l'enrichissement de quelques-uns. Les femmes soudanaises, si longtemps réprimées par les lois islamistes, sont devenues des actrices majeures de cette révolution, exigeant l'égalité et la dignité. Les jeunes, éduqués, connectés au monde via Internet malgré les tentatives de censure, refusent de vivre dans un pays gouverné par la peur et la violence. La culture soudanaise, riche de ses multiples influences, continue de produire des artistes, des poètes, des musiciens qui expriment les souffrances, mais aussi les espoirs de leur peuple. La musique soudanaise, mélange unique de rythmes africains, de mélodies arabes, de jazz moderne, résonne dans les cafés de Khartoum comme dans la diaspora mondiale. Les écrivains soudanais, comme Tayeb Sali, dont le roman Saison de la migration vers le Nord est un classique de la littérature arabe mondiale, explorent les tensions entre tradition et modernité, entre l'Afrique et l'Occident, entre les identités multiples du Soudan. Cette richesse culturelle est un actif que le Soudan ne devrait jamais oublier ou négliger. L'histoire du Soudan, comme nous l'avons parcouru ce soir depuis les royaumes de Kerma et de Kouch jusqu'aux convulsions actuelles, est une histoire de résilience et de transformation constante. Ce pays a survécu à tant d'invasions, de conquêtes, de crises. Il a absorbé des influences égyptiennes, nubiennes, grecques, romaines, byzantines, arabes, turques, britanniques, transformant chacune en quelque chose de distinctement soudanais. Les pharaons noirs de Napata ont régné sur l'Égypte. Les royaumes chrétiens nubiens ont résisté pendant des siècles à l'expansion islamique. Le Mahdi a défié l'Empire britannique à son apogée. Le peuple soudanais a renversé des dictateurs à plusieurs reprises. Alors pourquoi cette histoire ne peut-elle pas avoir un dénouement plus heureux ? Pourquoi le Soudan
semble-t-il condamné à répéter les cycles de conflits et de violence? La réponse n'est pas écrite d'avance. L'histoire n'est jamais déterministe. Les choix faits par les acteurs politiques, par les citoyens, par la communauté internationale façonnent l'avenir. Il existe des scénarios possibles où le Soudan pourrait retrouver la paix. Un cessez-le-feu négocié entre Bourhan et Hemedti, suivi d'un véritable processus politique inclusif impliquant les acteurs civils, les groupes rebelles réconciliés, les représentants de toutes les régions et communautés. Une transition vers la démocratie avec des élections libres et transparentes, une constitution garantissant les droits de tous, une décentralisation donnant de l'autonomie aux régions, une justice transitionnelle pour traiter les crimes passés sans spirale de vengeance, un développement économique équitable qui profite à tous les Soudanais, pas seulement aux élites connectées au pouvoir militaire, un désengagement des puissances étrangères qui cessent de manipuler le Soudan pour leurs propres intérêts. Tout cela est possible, mais exige de la volonté politique, du courage, de la sagesse. Cela exige que les Soudanais eux-mêmes décident qu'ils en ont assez de la guerre, que la paix et la construction d'un avenir commun valent plus que les victoires militaires éphémères ou les profits personnels. Les défis sont immenses. La destruction causée par la guerre actuelle est colossale. Reconstruire les infrastructures, guérir les traumatismes, réconcilier les communautés divisées, tout cela prendra des années, des décennies peut-être. Mais c'est possible. D'autres pays ont émergé de guerres civiles dévastatrices pour construire des sociétés en paix et prospères. Le Rwanda après le génocide de 1994. Le Mozambique après 16 ans de guerre civile. L'Irlande du Nord après des décennies de troubles. Si eux l'ont fait, pourquoi pas le Soudan? Le Soudan a des atouts. Une population jeune et éduquée. Des ressources naturelles. Or, pétrole restant dans certaines zones, terres agricoles fertiles le long du Nil, potentiel d'énergie solaire immense dans ce pays ensoleillé. Une position géographique stratégique au carrefour de l'Afrique. Une diaspora importante et compétente qui pourrait contribuer au développement si les conditions étaient créées. Une société civile vibrante qui a prouvé sa capacité à mobiliser pour le changement. Tout n'est pas perdu. Mais le temps presse. Chaque jour de guerre supplémentaire tue des innocents, détruit des vies, des maisons, des espoirs. Chaque jour de guerre creuse un peu plus les divisions, alimente les haines, rend la réconciliation plus difficile. La communauté internationale a une responsabilité. Non pas d'imposer des solutions de l'extérieur, car l'histoire du Soudan montre que les interventions étrangères ont souvent aggravé les problèmes, mais de soutenir véritablement les processus de paix menés par les Soudanais eux-mêmes, de fournir une aide humanitaire massive pour soulager les souffrances, d'exercer des pressions coordonnées sur les belligérants pour qu'ils cessent les combats et négocient, d'offrir des incitations économiques et politiques pour la paix, de soutenir la société civile soudanaise, et surtout, de cesser de jouer des jeux géopolitiques sur le dos du peuple soudanais. Les médias internationaux ont aussi un rôle. Trop souvent, les crises africaines sont sous couvertes, ignorées jusqu'à ce qu'elles deviennent des catastrophes humanitaires majeures. Le Soudan mérite une attention soutenue. Les histoires des civils soudanais, leurs souffrances, mais aussi leurs espoirs, doivent être racontées. Le monde doit savoir ce qui se passe à Khartoum, au Darfour, dans les camps de réfugiés. Car quand les caméras s'éloignent, les atrocités se multiplient dans l'ombre. Et nous, auditeurs de cette longue histoire ce soir, quelles leçons pouvons-nous en tirer? D'abord que l'histoire est un processus continu. Le Soudan d'aujourd'hui porte les marques de tout ce qui s'est passé avant, depuis Kerma il y a 4500 ans jusqu'à la révolution de 2019. Comprendre cette profondeur historique nous aide à ne pas voir les crises actuelles comme des événements isolés ou incompréhensibles,
mais comme les derniers chapitres d'une longue saga. Ensuite, que la diversité peut être une force ou une source de conflit, selon comment elle est gérée. Le Soudan a toujours été divers, ethniquement, linguistiquement, religieusement. Cette diversité a produit une culture riche et complexe. Mais mal gérée, transformée en hiérarchie et exclusion, elle est devenue source de violence. La leçon vaut au-delà du Soudan. Que le pouvoir sans légitimité mène à l'instabilité. Les régimes autoritaires au Soudan, qu'ils soient monarchiques, militaires ou islamistes, ont tous fini par s'effondrer ou être renversés. Même le Mahdi, qui bénéficiait d'une légitimité charismatique et religieuse immense, a vu son califat s'effondrer après sa mort et celui de son successeur. Le pouvoir durable ne peut reposer sur la coercition seule. Il nécessite le consentement des gouvernés, des institutions fonctionnelles, une vision partagée de l'avenir. Que les choix individuels des leaders importent. Nimeri aurait pu consolider la paix de 1972 au lieu d'imposer la charia. Bachir aurait pu accepter de partir pacifiquement au lieu de s'accrocher au pouvoir jusqu'à sa chute ignominieuse. Bourhan et Hemeti auraient pu honorer la transition démocratique au lieu de lancer un coup d'État puis de se battre pour le pouvoir. L'histoire n'est pas seulement faite de forces impersonnelles. Les décisions de personnes spécifiques à des moments cruciaux façonnent les trajectoires des nations. Que la mémoire historique est à la fois essentielle et dangereuse. Essentielle parce qu'un peuple qui oublie son histoire est condamné à répéter ses erreurs. Les Soudanais doivent se souvenir de Kerma et de Napata pour se rappeler que l'Afrique a produit de grandes civilisations bien avant la colonisation. Ils doivent se souvenir du Mahdi pour comprendre comment les mouvements religieux peuvent mobiliser les masses, mais aussi mener à l'autoritarisme. Ils doivent se souvenir de Gordon et Kitchener pour comprendre l'impact du colonialisme. Mais la mémoire est aussi dangereuse quand elle devient mythification, quand elle sert à justifier les injustices présentes par les gloires ou les griefs passés. Utiliser le souvenir des royaumes nubiens pour légitimer une identité africaine exclusive, ou invoquer l'arabisation islamique pour marginaliser les non-musulmans, ce sont des usages pernicieux de l'histoire. Le Soudan a besoin d'une mémoire inclusive, qui reconnaît toutes ses couches historiques, toutes ses composantes, toutes ses complexités. Une mémoire qui honore les pharaons noirs, les rois chrétiens, le Mahdi, les combattants de l'indépendance, les révolutionnaires de 2019, sans en idéaliser aucun ni en diaboliser aucun. Une mémoire qui accepte que l'histoire est faite de lumières et d'ombres, de héros et de traîtres, de gloires et de tragédies. Une mémoire qui regarde vers l'avenir autant que vers le passé. Cette nuit, alors que nous terminons ce long voyage à travers l'histoire du Soudan, pensons aux millions de Soudanais qui vivent en ce moment même dans la peur et l'incertitude. La mère à Khartoum qui se demande si ses enfants seront en sécurité demain. Le jeune homme dans un camp de réfugiés au Tchad qui rêve de retourner un jour dans son village. La militante des droits humains qui continue à documenter les atrocités malgré les menaces. Le médecin qui soigne les blessés dans un hôpital sans électricité ni médicaments. L'artiste qui peint des fresques de paix sur des murs criblés de balles. Tous ces gens ordinaires qui, par leur courage quotidien, leur refus de la haine, leur espoir têtu, écrivent l'histoire du Soudan d'aujourd'hui et de demain. Ils méritent mieux que ce que leur offrent leurs dirigeants actuels. Ils méritent la paix, la dignité, la justice, l'opportunité de construire leur vie sans craindre les balles et les bombes. L'histoire du Soudan n'est pas terminée. Ce n'est jamais qu'une pause dans un récit qui continuera longtemps après nous. Dans 1000 ans peut-être, des historiens raconteront cette période, comme nous racontons aujourd'hui l'époque du Mahdi ou des royaumes de Napata. Que diront-ils ? Raconteront-ils comment le Soudan a finalement trouvé la paix et la prospérité après des décennies de tourments ?
Ou décriront-ils une fragmentation continue, un pays qui n'a jamais pu se rassembler? La réponse dépend des choix faits aujourd'hui et demain par les Soudanais et par ceux qui se soucient du Soudan. Gardons cela à l'esprit. L'histoire n'est pas un spectacle passif que nous regardons de loin. C'est un processus dont nous faisons tous partie, par nos actions ou nos inactions, par notre attention ou notre indifférence. Raconter l'histoire du Soudan ce soir, c'est aussi une façon de dire que ce pays et son peuple importent, que leur histoire mérite d'être connue, que leur présent mérite notre attention, que leur avenir mérite notre espoir et notre soutien. Le Soudan, terre des pharaons noirs et du Mahdi, carrefour de civilisation, pays de contrastes et de contradictions, attend toujours son véritable renouveau. Puisse-t-il venir bientôt? Puissent les fusils se taire, les réfugiés rentrer chez eux, les enfants retourner à l'école, les marchés se remplir à nouveau, les artistes créer librement, les citoyens voter sans peur. Puisse le Nil continuer à couler, patient et éternel, témoin de tant d'histoires passées et futures, offrant toujours sa promesse de vie et de renouveau à tous ceux qui habitent ses rives. Bonne nuit.